L'épave repose par 15 mètres de fond, à l'envers, brisée en deux, en partie disloquée. Une ancre, des chaînes, les hélices et des pièces en métal dévorées par la mer, voilà tout ce qu'il reste du Laplace, une frégate météo dont le destin a basculé dans la nuit du 15 au 16 septembre 1950, au large de Fort-la-Latte, dans la baie de la Fresnay. À cette période, la France sort à peine de la guerre. Durant le conflit, elle a perdu près de la moitié de ses navires et doit se remettre à flot. En 1947, elle rachète 4 frégates aux États-Unis, parmi elles le Lorrain, rebaptisé Laplace, un navire de 92 mètres de long. En 1950, le Laplace est choisi pour représenter la Marine nationale lors de l'inauguration des écluses de Saint-Malo détruites pendant la guerre. La frégate Météo quitte Brest le 14 septembre, direction la Côte d'Émeraude. L'idée, c'était d'arriver le samedi matin et de rentrer toute écluse ouverte, de rentrer ce qu'on appelle sous le grand pavois, quoi. Et lorsqu'il arrive le vendredi soir, il est un peu trop tard pour passer ses écluses et du coup, il décide de se mettre à l'abri au Cap-Fréhel. À son bord, 92 hommes civils et militaires. Bernard Gindre avait 19 ans, il était radio. Honoré Lebon avait 24 ans, il était manœuvrier. On est arrivé l'après-midi. L'après-midi, on a continué à astiquer le bateau pour être propre à Saint-Malo. Et puis le soir, avant de se coucher, on avait demandé au type qui faisait le cinéma de nous passer un film qu'on avait vu, qui nous avait fait rire d'ailleurs. Il y avait un film là, avec Charlot, et ça ne m'intéressait pas. Moi, j'ai été me coucher, puis alors, donc à minuit, boum, badaboum. L'équipage l'ignore encore, mais le Laplace vient de sauter sur une mine magnétique allemande, encore très nombreuse dans la baie de la Fresnay. Minuit 5, exactement. Alors j'ai réveillé mon collègue, j'ai demandé, t'as entendu? Ok, laisse-moi dormir. Je me suis levé, habillé, et j'entendais courir dans la cafétéria en dessus. Je suis monté 4 à 4 au centre radio pour voir qu'est-ce qui se passait, mais bon, il n'y avait personne comme radio. Puis alors je me dis, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire puisqu'il n'y en a plus de courant. Et je suis monté sur le pont. Le commandant a dit, on va couler, mais on va tous se sauver. Il y avait un radeau là, à proximité. Moi, j'ai essayé de le mettre à l'eau, mais je n'ai pas pu le détacher. L'eau arrivait pratiquement à bord du bateau. Je n'ai pas eu besoin de plonger, hein, directement à l'eau. Puis alors, j'avais le mât qui était au-dessus de moi. Je voyais qu'il venait de plus en plus. Je me suis dit, il ne faut peut-être pas que je reste là. En 10 minutes, c'est terminé. Le bateau se retourne, puisque les cloisons étanches n'étaient plus étanches. Hein. Depuis quelques années, les anciens commandants avaient mentionné dans des rapports les défauts d'étanchéité des cloisons, mais on reconstruit notre marine. Et on imagine la panique, la terreur, tout le monde à l'eau en pleine nuit, dans une eau fraîche, hein, quand même au mois de septembre. Le gasoil, le mazout partout, ce qui aggrave la chose. Et même si on est à 300 mètres de la côte, les courants sont extrêmement violents, hein, qui emmènent vers le large. Il y avait un gars qui nous disait, surtout ne nagez pas droit sur le Fort-la-Latte, il faut se mettre de côté, puis se faire déporter petit à petit vers la côte, sinon on risquait de passer le Fort-la-Latte, puis d'être entraîné avec le courant. C'est ce qui a dû arriver à certains, certainement. Je me dis, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Ouais. Combien de temps vous avez nagé? Et moi, dans mon idée, je pensais que c'était 5 heures, mais en fait, c'était 1 heure. D'autres se réfugient sur l'étrave, agrippent une rame, un morceau du bateau qui flotte à proximité.
Honoré Lebon, lui, s'accroche à un radeau qui vient de chavirer. 3 autres marins font comme lui. On est monté 2 par 2. Les 2 du bout d'abord. Les 2 de chaque côté après. Et ça a atterri. Mais il y avait un corps dans le milieu. Un mort. Mais chauffeur. Il nous gênait. Mais on n'a pas eu le courage de le balancer. Ça fait qu'il est resté dans le radeau. Les 2 compagnons qui étaient là avant moi m'ont tiré pour monter au-dessus des rochers. J'étais pas fatigué dans l'eau apparemment, mais quand j'ai pris les pieds sur terre, je pesais 10 grammes, c'est tout. Épuisés, tous les 3 passent la nuit sur les rochers, transis de froid. À Saint-Malo, le jour va bientôt se lever et on s'inquiète car le Laplace n'est toujours pas arrivé. Le pilote décide de partir à sa rencontre. C'est lui qui, le premier, aperçoit des naufragés et les récupère à son bord. Honoré Lebon et ses 3 camarades ont pu grimper dans le bateau pilote qui les ramène à Cinca. On arrive sur le quai, il y avait 2 marins pêcheurs qui étaient à voir l'état de la mer pour partir à la pêche. Ils nous ont vus plein de mazout, naturellement. On était comme des Sénégalais. Il y a un qui me demandait d'où c'est que vous venez. Je dis pourquoi? Vous n'êtes pas au courant? Au courant? Quoi? Et je dis on a coulé cette nuit. Car sur la côte, et notamment à Cinca, rares sont ceux qui ont entendu l'explosion. De plus, le sémaphore n'est plus en service. Ce n'est donc qu'au petit matin, 8 heures après le drame, que l'alerte est donnée. Quelques pêcheurs de Cinca partent en mer récupérer les survivants. 41 marins sont sauvés, mais la majeure partie de l'équipage a péri. Malgré la rapidité des recherches entreprises, plus de 50 hommes sur les 92 membres de l'équipage sont portés manquants. La mer rejette ici un vêtement, là un cadavre, et autour de l'épave, des bateaux continuent à patrouiller. À Cinca, l'école Sainte-Blanche est transformée en chapelle ardente. Les corps sont allongés les uns près des autres. Yvonne, la toute jeune institutrice, est réquisitionnée par la marine. Dès le dimanche matin, on a amené les corps ici puisque c'était la salle la plus grande pour recevoir les corps. Mais ça, on en amenait tous les jours. Et comme j'habitais ici, j'assistais non pas à l'arrivée des corps, j'avais pas envie de voir les morts, mais je recevais dans ma chambre les femmes. Et il y avait beaucoup de consolation à faire. Et je faisais du café toute la journée parce que les gens qui arrivaient venaient de très loin. Souvent, il y avait beaucoup d'Alsaciens. Et quand elles arrivaient, elles étaient épuisées, bien sûr. Trois jours plus tard, un hommage national leur est rendu à Cinca. Ah oui, je me souviens de la cérémonie. Le mardi. C'était émouvant de voir tous ces cercueils-là. L'écart, toutes ces jeunes femmes qui venaient de perdre leur mari, qui regardaient la mer. Oui, c'était dur. Hein. C'est moi qui disais mort pour la France. On donnait les noms des marins qui étaient décédés. Je disais mort pour la France. Une enquête est diligentée pour établir les causes du drame, mais les responsabilités ne seront jamais clairement établies. Seule certitude, la zone n'avait pas été entièrement déminée et le commandant du Laplace, André Rémusat, qui fait partie des victimes, n'aurait pas dû l'ignorer.
Le commandant ne le savait pas, mais à bord, il y avait, je dirais malheureusement, le document officiel qui l'indiquait, hein, qu'on appelait le Némédrie, donc qui recensait tous les champs de mines en France. Si on remet dans son contexte, c'est une catastrophe qui va être très rapidement étouffée, puisqu'on est en train de s'engager dans la guerre d'Indochine. Les rescapés sont renvoyés sur Rennes rapidement et sont réembarqués sous 48 heures, quoi. Il ne faut pas trop s'épancher dans la presse. Les autorités vont plutôt axer la chose sur une défaillance des sémaphores, quoi. Et on va oublier l'essentiel, hein, c'est qu'il y a une erreur humaine à la base, quoi, tout simplement.